Bonjour à tous. On m'avait préparé un discours, mais je préférais quelques mots sympathiques. Vous en aurez bien assez tout au long de ces 3 journées. Je voulais commencer tout d'abord par un mot de remerciement. Nicolas, merci beaucoup. Sans toi, cet événement n'aurait pas lieu. C'est beaucoup de travail tout au long de l'année avec toi-même, tes équipes. Je voudrais aussi remercier les miennes. C'est pas de l'entre-soi, mais vous avez certains qui ont travaillé jusqu'à 5 heures du matin, Théo, c'est ça? Donc, vous avez l'ensemble des équipes de la ville qui sont mobilisées, les services techniques, le service culture, le service communication. Donc tout ça, c'est beaucoup de travail aussi tout au long de l'année. Donc si on peut les applaudir, je crois que c'est tout à fait mérité. Et ceci avant de commencer. Bon, l'important, c'est d'avoir autant d'applaudissements lors du dernier jour. Donc ça, c'est vous qui nous direz. Les rencontres de l'avenir sont aujourd'hui un des temps forts de notre vie culturelle à Saint-Raphaël. Nous l'avons souhaité. Nous avons également la revue politique et parlementaire qui nous accompagne dans un grand événement au début du mois de septembre. On a nos amis Roger Paul Droit et Monique Atlan. On a nos conférences de 18h59, mais le point central, c'est bien entendu ces rencontres de l'avenir. Alors, je ne résiste pas d'en reprendre un petit peu l'origine. Les habitués se diront, il a repris l'anecdote. C'est tout d'abord le fruit du hasard, et je resalue Monsieur Bouzou-Père, qui est au premier rang. Et c'est très amusant comme finalement la vie est faite de rencontres et également tout se répète, puisque j'avais évoqué que notre première rencontre avait été un peu musclée, puisque ça avait correspondu en 2014 à une augmentation de taxes sur les résidences secondaires, et M. Bouzou m'avait dit une municipalité de droite qui augmente les impôts, c'est absolument scandaleux. Même si elle est de gauche d'ailleurs à Paris, je pense que les Parisiens pensent exactement la même chose. Et quand j'ai ouvert le journal ce matin, sur la première page, l'augmentation des taxes des résidences secondaires un peu partout en France. Donc je me dis, décidément, c'est toujours un retour vers le futur ou vers le passé. Donc c'était notre première rencontre. Mais sans vous aussi, je n'aurais pas fait la rencontre avec Nicolas. Et donc tout ceci s'est construit avec le temps. Pourquoi ? Parce qu'on souhaitait un moment de réflexion, un moment justement où on peut un peu prendre le temps de réfléchir à l'heure de l'instantané, des réseaux sociaux, où nous exigeons toujours, tout de suite, d'avoir immédiatement des réponses sur tout. D'ailleurs, lorsqu'on est ignorant d'un sujet, en conversation, en famille ou avec des amis, on se dit je vais regarder sur Google, et vous avez la solution magique qui vous donne une réponse instantanée. Mais est-elle réfléchie ? Est-elle discutée ? Donc c'est beaucoup de sujets, et donc il faut prendre le temps long. Et puis pour une ville comme Saint-Raphaël, c'est évidemment important. J'ai souvent dit que nous n'avions pas une tradition universitaire qui fait que souvent vous avez une place du débat qui est beaucoup plus importante, avec des rencontres, avec des conférenciers. Et comme structure du projet, je dirais du projet politique, on peut utiliser ce terme-là, on s'est rendu compte que cette ville s'est développée à la fin du 19e, au début du 20e, c'est ce que nous refaisons aujourd'hui avec nos grands travaux, c'est-à-dire la promenade des bains, essayer de revenir aussi à cette période qui est un peu la période de développement de la ville, et période de développement parce que vous avez de très nombreuses personnalités qui sont venues. Ça correspond aussi au Village Belle Époque. Vous aurez très prochainement, et je fais un peu de teasing, un ouvrage sur les grandes personnalités qui sont venues à Saint-Raphaël, et on m'a présenté les épreuves. Donc c'est un ouvrage qui est en tirage et qui sera publié pour la fin de l'année. Donc si vous avez des idées de cadeaux de Noël, vous en aurez un sur les personnalités qui sont venues à Saint-Raphaël. Eh bien, ça s'est fait un peu sur le même principe. C'est Alphonse Carr aussi, qui était directeur du Figaro, me semble-t-il, qui a fait venir beaucoup de personnalités. Dans les dernières pages de cet ouvrage qui m'était présenté, eh bien, il y avait des photos, des rencontres de l'avenir. Donc, nous créons un petit peu. Nicolas Bouzou est notre Alphonse Carr contemporain. Donc, il y a un collège qui porte son nom. Donc, peut-être que dans quelques décennies,
nous trouverons un monument qui pourra lui être dédié. Mais c'est comme ça aussi qu'on fait vivre une ville, et il est important que chacun puisse se dire qu'on est fier aussi de ce qu'on fait, et on progresse toujours plutôt en tirant vers le haut que vers le bas. Alors nous l'avions souhaité, et je l'avais dit, c'est qu'on n'est pas, c'était à l'époque du suicide français. Bon, c'est vrai que c'est pas tout à fait une perspective d'avenir. C'est un peu le no futur des punks, qu'il n'y a pas de rapport entre l'auteur du suicide français et les punks, me semble-t-il. Mais il était important de ne pas sombrer aussi dans une espèce de pessimisme constant. Alors, les rencontres de l'avenir, et je vous fais une petite confidence, c'est vrai que les premières, on était à 5e édition, donc la première, il y a 5 ans, lorsqu'elle s'est achevée avec Nicolas, on était à une période où tout allait plus ou moins bien, quand même. C'est 2018, bon, on a chacun nos problèmes, mais il y a beaucoup de problèmes qu'on vit aujourd'hui qu'on ne rencontrait pas. Donc, c'était une vague un peu d'optimisme, cette période 2017-2018. Et à la fin, on se dit, bon, l'année prochaine, qu'est-ce qu'on peut raconter ? Un peu ça. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut raconter ? Et puis, on s'aperçoit que le sujet n'a jamais été aussi riche parce que vous n'avez jamais eu autant d'incertitudes. Et donc, c'est un sujet qui, finalement, l'avenir, généralement, on se projette toujours dans le temps long, mais on voit que même maintenant, dans des périodes de temps court, nos orientations sur l'avenir peuvent se retrouver totalement modifiées. Qui aurait évoqué la crise sanitaire il y a quelques années, ou encore même ce qui s'est passé en Ukraine, puisque ça a surpris, y compris des gouvernants, un mois ou même quelques jours avant l'invasion. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir ces temps de réflexion, et puis sur l'évolution de la société. Une société qui est basée ou fondée sur la sobriété, est-ce que c'est vraiment un concept entraînant, motivant, engageant de se dire qu'il faut être sobre à l'avenir ? Eh bien, vous aurez mes amis Jean-François Copé ou David Isnard qui parleront de l'avenir du politique, et c'est important. Pour moi, le politique doit être au cœur, évidemment, de l'action publique, et on le voit de plus en plus avec des débats qu'on aura notamment sur l'ensemble des normes ou des conditions qui vont être posées pour des raisons écologiques. Jusqu'où est-ce qu'il faut aller ? C'est tout le débat sur les interdictions qui a eu lieu cet été, y compris d'ailleurs de manière très concrète dans une ville comme Saint-Raphaël avec la sécheresse. Est-ce qu'on doit davantage aller vers une société d'interdiction, ou est-ce qu'on peut encore faire confiance aussi à l'investissement ? On s'est aperçu, on n'est pas dans une société qui est riche en ressources d'eau, mais on est arrivé à faire le canal de Provence aussi à l'époque, on est arrivé, vous êtes goutte à goutte dans les vignes, enfin il y a beaucoup d'innovations, d'inventions, et il faut aussi une priorité qui puisse être donnée à une société, et à mon avis, c'est la meilleure façon aussi de pouvoir se projeter en confiance dans l'avenir. Donc mon propos demeure somme toute relativement positif, si ce n'est optimiste. Enfin, c'est le rôle d'un maire d'être optimiste, parce que si on sombre dans le pessimisme, on n'a pas à conduire aussi une ville. Et donc voilà, donc c'est aussi, il faudra nous donner, Nicolas, pour qu'à la fin du week-end, tout le monde ne parte pas le moral dans les chaussures absolument désespéré. Donc vous avez une très lourde responsabilité pendant ces 3 jours de nous donner aussi un petit peu d'espoir, parce que l'espoir, c'est la vie. Donc je vous souhaite une très belle rencontre, et merci à tous pour votre présence. D'abord, bonjour à tous. Bienvenue une nouvelle fois au nom de toute l'équipe des Rencontres de l'Avenir. Ravi d'être avec vous encore aujourd'hui pour ouvrir cette édition 2022. Je suis sûre qu'il y a parmi vous des fidèles que nous sommes ravis d'accueillir. Donc, Nicolas et Frédéric me rejoignent. Donc, on va, vous l'avez compris, beaucoup parler d'avenir. On ne va pas essayer de déprimer tout le monde, même si cette première session où nous allons justement accueillir Frédéric, qui va nous parler du sondage qui a été mené pour l'occasion, va nous challenger un petit peu sur ce pessimisme ambiant. Avant de commencer la table ronde à proprement parler, on va quand même donner le micro à Nicolas, qui va vous faire un petit message d'introduction de ces rencontres. À toi, Nicolas. Non, je voulais juste bien évidemment vous redire mon plaisir d'être ici, remercier le maire Frédéric Masquelier, avec qui j'ai une très grande
complicité intellectuelle. On est vraiment ravis de voir que, année après année, ces rencontres prennent une place très importante dans le débat au niveau national et vraiment au plus haut niveau. Je peux en témoigner parce qu'il y a aussi des retransmissions vidéo de ces débats. Et je peux vous dire que c'est devenu un moment qui est très important et je suis vraiment ravi que Saint-Raphaël devienne vraiment la ville du débat intellectuel, du débat politique avec un grand P en France. Donc vraiment, je remercie une fois encore la ville, le maire, bien évidemment. Je vous remercie d'être ici. Et puis, je remercie, je le referai, mais évidemment, nos amis, les intervenants, les fidèles qui reviennent tous les ans, Marie, Frédéric, il y en a déjà beaucoup qui sont ici, Fabrice, Aurélie Jean, l'ambassadeur David Martinon, qui nous fait encore une fois l'honneur d'être ici, et puis nos nouveaux amis, Xavier Gors, les pingouins, évidemment, tous les Français connaissent les pingouins de Xavier Gors, Olivier Védrine, enfin voilà, on a beaucoup d'amis qui rejoignent la bande, et c'est absolument formidable. Voilà ce que je voulais vous dire, merci d'être ici, je te laisse la parole. Merci, puisque ici, Nicolas. comme vous savez, on ne triche pas, comme on se connaît tous très bien dans la vie, on se tutoie, évidemment. Voilà. Merci Nicolas. Alors bon, donc comme son nom l'indique, on va... Et excuse-moi, j'ai oublié quelque chose, parce que j'oublie toujours quelque chose, c'est le problème des gens qui ne préparent rien. J'oublie évidemment de remercier nos partenaires, Kering, qui est notre grand partenaire comme l'année dernière, et l'Express, qui est notre partenaire média, et donc on est aussi ravis d'avoir ces deux partenaires fidèles avec lesquels on travaille formidablement bien. Voilà, là je suis sûr que on n'oublie rien. J'ai rien oublié. On n'oublie rien. Alors on se lance directement dans le débat. Donc on va évidemment beaucoup parler d'avenir. Nous sommes là pour ça pendant ces 3 jours. Les défis, les enjeux, les dangers, mais aussi et peut-être surtout les opportunités qui nous attendent dans les années, dans les décennies qui se présentent devant nous. Avant cela, avant de débattre de tous les sujets, vous avez vu que le programme est extrêmement riche pendant ces 3 jours sur ces sujets qui jalonneront notre vie de demain. Nous allons parler des Français. Et comme chaque année, l'IFOP s'est penché pour l'occasion sur leur état d'esprit. Frédéric Dabi, on ne le présente plus, c'est un fidèle de l'événement, comme disait Nicolas, les fidèles reviennent. Et donc il est là pour nous en parler. Et le moins qu'on puisse dire, Frédéric, c'est que les Français, ils n'ont pas le moral. Pour eux, l'avenir, c'est quelque chose d'inquiétant. C'est une perspective vraiment inquiétante. Ils n'ont plus confiance dans les institutions. On a même l'impression qu'on est à un moment où les choses peuvent basculer. Et dans le mauvais sens, on peut le dire clairement. Alors Frédéric, expliquez-nous les enseignements de ce sondage que vous avez fait réaliser pour les rencontres de l'avenir. Oui, merci Marie. Le maire avait dit qu'il ne fallait pas plomber le moral de la salle. Je crois que vous avez... Et là, nous avons un challenge. Réussi. Non, mais déjà, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être parmi vous pour la 4e ou 5e année de suite. Merci à Nicolas encore pour son invitation. Merci à monsieur le maire Frédéric Masquelier, avec qui je travaille avec grand plaisir et avec lequel le dialogue est toujours fructueux. Effectivement, quelques éléments d'opinion. Alors, j'attends on appelle ça un Pavlov, mais pour vous présenter les résultats de cette enquête. Effectivement, quelques éléments sur une enquête très récente. Est-ce que ça va ? Oui, ça, on la voit. Menée la semaine dernière par l'IFOP auprès de 1000 personnes, donc un échantillon, une mini-France qui a été constituée sur l'avenir. Quelle représentation associée à l'avenir ? Quels sont les acteurs aujourd'hui jugés capables, crédités d'une confiance pour préparer l'avenir ? Et aujourd'hui, dans un contexte où le discours du suicide français, de la France qui tombe est malheureusement prégnant, quels atouts dispose l'Hexagone ? L'intérêt majeur de cette courte enquête, c'est qu'elle s'inscrit dans une historicité. Puisque cette enquête, tu t'en souviens Nicolas et toi aussi Marie, pardon je te tutoie, on fait comme dit Nicolas, on fait comme dans la vraie vie, avait été menée en 2019, en novembre 2019. 2019, c'est l'avant-Covid, avant guerre en Ukraine, avant crise inflationniste, avant toutes ces crises qui font tant de mal au moral des Français, qui créent aussi une certaine résilience, il ne faut pas être complètement négatif, mais ce qui est intéressant, c'est de voir, avant crise 2019, et on venait de connaître quand même les Gilets jaunes en 2019, il ne faut pas oublier cette crise-là, comment les Français perçoivent les choses. Et premier enseignement, vous le voyez, on a, sur les traits d'image associés à l'avenir, toujours des représentations, j'ai envie de dire, anxiogènes, négatives. C'est l'idée que l'avenir est quelque chose d'inquiétant, qu'à 83%,
avec un tel chiffre, bien sûr, c'est majoritaire, quelles que soient les catégories de population. Vous le voyez à droite, c'est majoritaire dans toutes les familles politiques, y compris dans le camp présidentiel, où on a plutôt joué ou surjoué l'optimisme. C'est très fort quand on est électeur de Marine Le Pen ou proche du Rassemblement national. Et puis on le voit, le fait que l'avenir soit si inquiétant fait que l'idée qu'on ait une certaine effervescence, que l'avenir soit excitant, est relégué 47 points derrière l'idée d'inquiétude. Et là, sur l'idée d'un avenir excitant, on a un double clivage, un clivage politique, vous le voyez, hein, encore une fois, le RN se distingue négativement, un clivage générationnel. Chez les plus jeunes, heureusement, l'avenir apparaît excitant, mais ce n'est qu'à 43%, ce n'est pas majoritaire. Et puis un clivage social, il est peut-être aux conditions de vie. On sait très bien à quel point le duo pouvoir d'achat, inflation, je dirais, devient une obsession française. Un clivage social, quand on est ouvrier, seuls 24% jugent l'avenir excitant. Et on a même un chiffre, l'avenir qui vous indiffère, c'est une minorité, mais que 17%, dans une logique d'extrapolation, ça fait 6-7 millions de personnes, jugent que l'avenir leur est indifférent. En dit long sur cette question du repli. Alors, quand on compare avec notre fameuse enquête de 2019 dont je parlais, il y a une véritable surprise. Déjà en 2019, alors qu'on sortait de la crise, certes, des gilets jaunes, mais les choses allaient quand même bien, la croissance était au rendez-vous, on avait déjà un score d'inquiétude de 84%. On est parfaitement stable, avant crise, après crise et même pendant crise. C'est le reflet, je pense, d'une opinion publique française qui est fragile, qui a une difficulté claire à se projeter dans l'avenir. On parlera du pessimisme, de l'optimisme. On n'est pas pessimiste en France pour rien. C'est un pessimiste de projection. Donc on est parfaitement stable et c'est une surprise, alors même que depuis 2019, un nombre de crises inouïes, terribles, la guerre au cœur de l'Europe, un confinement auquel les Français ne pensaient pas, ont marqué l'opinion publique. En revanche, il y a une vraie évolution sur l'item excitant. 9 points de moins. L'effet des crises, je pense, il est là. L'effet des crises, la succession d'événements tragiques, et je n'ai pas parlé de l'affaire Samuel Paty, il ne faut pas négliger à quel point cette affaire a traumatisé et continue à traumatiser les Français. Il y a une moindre appétence, 9 points de moins sur l'excitation, et une tentation du repli. On est passé, ce n'est pas une évolution très forte, mais de 12 à 17%, notamment les jeunes, notamment les catégories populaires qui disent « l'avenir, je m'en moque, cela m'indiffère ». Alors, une autre question qui avait été posée en 2019, et là, on a une hiérarchie claire mais très éclatée sur les domaines pour lesquels on anticipe des changements importants. La santé arrive en tête, ce n'était pas le cas en 2019, c'était les mouvements de population entre les territoires. Alors, la santé, il ne faut pas oublier le statut de la santé pour les Français. Malgré l'obsession sur le pouvoir d'achat dont je vous ai parlé, depuis 2019, la santé est la première préoccupation des Français, avant même le Covid, parce que déjà, à cette époque, il y avait la grève des urgences, il y avait la question de l'accès aux soins, il y avait les déserts médicaux, tout le monde connaît ça, qu'on soit à Saint-Raphaël ou dans une grande métropole. Bien sûr, les progrès de la médecine font qu'on espère des changements importants, et donc la santé devance la consommation, les mouvements de population entre les territoires, et c'est assez contre-intuitif d'anticiper des changements faibles, alors qu'encore au moment où on a fait l'enquête, il y avait l'affaire du bateau Ocean Viking, la question des migrations devient un vrai enjeu, mais c'est contrebalancé par le fait que les déplacements, les mobilités gagnent 5 points par rapport à 2019. Mais en tout cas, on a plutôt des choses éclatées. Alors, un élément quand même encourageant sur la question du travail, il y aura des changements importants. C'est plus fort que la moyenne chez les personnes les plus concernées, les actifs et les salariés. Alors, à côté de ces deux questions historiques, on voit à quel point le pessimisme structure le discours des Français et cette difficulté à se projeter dans un avenir rassurant, puisqu'il est jugé inquiétant. Une nouvelle question sur la confiance. En quels acteurs a-t-on confiance pour préparer l'avenir? Et je trouve qu'on a des choses, malgré tout, encourageantes. J'essaye de peindre en rose mon propos, mais je le pense, malgré le Covid, malgré tous les discours de délégitimation de la parole scientifique, vous l'avez vu pendant les différents confinements, le crédit
accordés aux scientifiques restent forts. 3/4 des Français, alors ça veut dire aussi qu'un quart, c'est peut-être ceux qu'on entend plus que la moyenne sur les chaînes info et sur les réseaux sociaux, ont le sentiment qu'on peut avoir confiance dans les scientifiques pour préparer l'avenir. Ils devancent les militaires, les forces de l'ordre. Alors ça peut surprendre que l'armée, la police, la gendarmerie aient ce crédit de confiance, mais c'est lié, je pense, au fait que dans ce contexte de déclin de cette France qui tombe, les seules institutions jugées par les Français comme n'étant pas en crise ou en déclin sont l'armée et la police par rapport à l'école, par rapport à l'hôpital. Et donc voilà, il y a cet élément de réassurance sur ce cadre qui tient. Troisième élément, et ce n'était pas pour faire plaisir à notre ami Frédéric Masquelier, mais clairement, les maires, les élus locaux gardent un crédit. On parle assez rapidement de crise de la représentation, d'exil électoral. On a malheureusement battu des records d'abstention à toutes les élections depuis 2007 par rapport à l'élection précédente, même s'il y a une petite bonne surprise à l'élection présidentielle où l'abstention a été un peu moins forte qu'anticipée. En tout cas, le record de 2002 n'a pas été battu. Mais on voit clairement que les maires sont des acteurs de confiance parce que les maires, je dirais qu'ils matérialisent, ils respectent la promesse du politique qui est dans l'imaginaire des Français, qui est « je vous donne mon vote et vous, en contrepartie, vous changez la vie, vous transformez mon quotidien, vous améliorez les choses », chose que les élus nationaux, quels qu'ils soient, depuis maintenant, on peut dire le quinquennat de Jacques Chirac, depuis 2002, n'arrivent plus à faire dans la hiérarchie complète. Donc on revoit les scientifiques, les militaires et les maires. On voit que les élus nationaux, président de la République, parlementaires, sont nettement moins cités, même si un socle de 34% pour le président n'est pas non négligeable. Et on voit qu'en bas de tableau, des corps intermédiaires qui avant avaient une vraie légitimité, qui ont perdu du crédit, les partis politiques, les médias, les syndicats. Alors, les enseignants, c'est intéressant qu'ils soient à 63%, mais là, on n'est pas sur une logique électorale pour se contenter seulement de ce qui se dépasse 50%. Quand on parle de préparer l'avenir de la France et des Français, le fait que 37% des gens considèrent que les enseignants n'ont pas leur confiance, ça en dit long sur la crise de l'école. Et quand on regarde les tranches générationnelles, ce chiffre est nettement plus fort chez les catégories en âge d'avoir des enfants, les 25-34 ans ou les 35-49 ans. A contrario, une bonne surprise, si je puis dire, pour les entreprises. 57% ont confiance dans les entreprises. On voit très bien, et on se le disait déjà avec Nicolas et Marie il y a 3 ou 4 ans quand on a fait cette première enquête, que le discours un peu manichéen, un peu sectaire, un peu critique, systématique vis-à-vis des entreprises, il y a eu un effet Covid où les entreprises ont protégé les Français. Il y a l'idée maintenant qu'on a moins un regard global sur l'entreprise, les patrons, mais on voit bien la différence entre la TPE de proximité, la PME. Seul le grand groupe est un petit peu repoussoir, mais en tout cas, elles ont sur tous les sujets, quel que soit le sondage. Hier, on travaillait sur le progrès avec entreprises et médias. Les entreprises sont perçues comme capables de davantage diffuser du progrès que les enseignants et que les acteurs politiques. Dernière question, si j'ai un petit peu de temps. La dernière question, les atouts. Quels atouts sont associés à la France pour préparer son avenir? On a une hiérarchie extrêmement claire. Alors, c'est une liste fermée. Il manque peut-être des atouts qu'on n'a pas proposés, mais cette liste avait été préparée par une enquête qualitative faite au moment de la présidentielle 2017 pour Paris Match et le JDD. Ce qui frappe, c'est que ce sont les atouts patrimoniaux, ce qui relève de l'imaginaire d'une exception française qui arrive en tête. Le modèle social français, ces services publics. Alors, ça peut paraître contre-intuitif. Vous avez peut-être vu une enquête IFOP-JDD d'il y a 2 semaines qui a fait un peu de bruit, où une majorité très forte des Français considère que les services publics fonctionnent mal, mais ça reste dans l'imaginaire des Français un signe d'exception française. Les services publics, c'est les services au public. Il y a une vision très extensive. C'est de moins en moins clivé entre la gauche et la droite, même si c'est moins cité par LR et par le Rassemblement national. Et un service public qui ferme, et je pense que le maire de Saint-Raphaël ou d'autres élus le savent, c'est un signe pour les Français de départ de l'État, d'abandon. Voilà, j'avais mis un minuteur. Voilà, hop. Voilà, il est bon. Je me donne encore 35 secondes. J'ai oublié que je l'avais mis. Veuillez m'en excuser. Autre atout patrimonial par excellence, le patrimoine, son histoire, sa culture. Le RN
les sympathisants RN citent très fortement cet atout-là, ainsi que des éléments de réassurance sur, certes, la France va mal, certes, la France connaît des crises, mais il y a la gastronomie, le tourisme, la haute couture. Alors, c'est une question fermée, donc on a suggéré la réponse. Ce qui est très inquiétant depuis quelques mois, c'est que dans les enquêtes qualitatives, quand on demande from scratch, sans suggérer de réponse, les atouts du pays, les Français sont souvent silencieux et oublient de citer ces atouts patrimoniaux. Le modèle républicain qui connaît cette crise que l'on connaît, politique avec la désaffection électorale, l'école où se niche l'inquiétude des Français n'est citée que par 23%. Et ce qui est également préoccupant, c'est que des atouts objectifs non patrimoniaux, infrastructures, espaces maritimes, outre-mer, arrivent en bas de classement. Donc, par rapport à notre enquête de 2019, clairement, on voit que les choses ne se sont pas améliorées, que la succession de crises crée un sentiment ou suscite un sentiment de repli peut-être sur la sphère privée, que beaucoup de Français sont dans une logique d'exit, l'avenir ne m'excite plus, l'avenir m'indiffère, et que les Français peinent à trouver des acteurs susceptibles de préparer leur avenir. Voilà, merci. Bon, une fois que tout ça est dit, alors Nicolas, je sais, nous savons tous que tu veux et tu sais voir, sinon tu ne serais pas là, une issue, un aspect positif à toutes les situations, même celles que Frédéric vient de nous décrire. D'ailleurs, si tu avais été interrogé par l'IFOP, tu aurais certainement été dans les 29% de Français qui voient l'avenir comme quelque chose d'excitant. Ça, on en est tous convaincus. Tu aimes rappeler que notre histoire, certes, a pu sombrer à certains moments, mais qu'elle s'est toujours relevée. On ne réécrit pas l'histoire. Mais aujourd'hui, vers quoi peut aller la France, peut aller l'Europe? Quelles sont les valeurs de demain? Qu'est-ce qui peut redonner le moral à cette population qui finalement ne croit plus en grand-chose, si on en croit les résultats du sondage présenté par Frédéric? Déjà, ce que je voudrais dire, c'est qu'il me semble absolument logique que 83% des Français soient inquiets par rapport à l'avenir. Parce que, comme l'a dit Frédéric, la succession de crises que l'on traverse depuis 3 ans est absolument exceptionnelle. Enfin, la plus forte pandémie depuis 100 ans, avec des choses absolument inconcevables qui se sont passées, les écoles qui ferment, les confinements, etc. Vous connaissez tous ça par cœur. Ça va un peu mieux, paf, on enchaîne sur une guerre à 2500 km de Paris, avec quand même, il faut bien voir les choses, on finit par s'habituer, mais des choses qui sont extrêmement traumatisantes. Paf, il y a 2 jours, on pense qu'il y a un missile russe qui tombe sur le territoire de l'Union européenne. Bon, alors c'est plus compliqué que ça, mais enfin, ce sont quand même des nouvelles incroyablement anxiogènes. Et Frédéric a eu raison de rappeler, parce que ça fait la spécificité, enfin, une quasi-spécificité de la France qu'on n'a pas oubliée, c'est le terrorisme. C'est le fait que ces 3 dernières années, y compris en pleine pandémie pendant le confinement, à quelques kilomètres d'ici, à Nice, un prêtre s'est fait égorger dans une église. Donc, si vous voulez, c'est quand même tout à fait exceptionnel et gravissime ce que nous avons traversé. Donc, il ne faut pas trop en demander aux gens. Enfin, je veux dire, on ne va pas leur dire, on ne va pas s'étonner du fait qu'ils voient l'avenir avec une relative circonspection quand on est là-dedans. Tout ceci sur toile de fond, alors c'est pas vraiment une crise, c'est plutôt un process, mais sur toile de fond de réchauffement climatique, avec, je termine pour aller au fond des mauvaises nouvelles, pour purger l'affaire, avec ce que nous disent tous les climatologues, une double mauvaise nouvelle. Première mauvaise nouvelle, la pente de réchauffement est un petit peu plus importante que ce qu'on pouvait imaginer. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on était aujourd'hui à 1,2 degré de réchauffement, on est plutôt à 1,5. Et deuxième mauvaise nouvelle, les conséquences sont plus fortes et plus rapides que ce que l'on pouvait imaginer. Voilà. Donc c'est normal que les gens se disent, nos concitoyens se disent, bon, tout ça est quand même un peu inquiétant. Alors après, je voudrais faire, pour répondre à ta question, 2 remarques. Première remarque, c'est un peu, comment dire, j'enfonce un peu une porte ouverte, et puis le terme est un peu galvaudé, mais incroyable capacité de résilience de notre société et des démocraties libérales. Enfin, absolument fantastique en réalité. Quand on voit justement tout ce qu'on a traversé depuis 3 ans, si on vous avait dit il y a 3 ans,
je ne sais pas ce que tu en penses, Frédéric, tu vois ça beaucoup mieux que moi, mais si on avait dit aux Français, vous allez traverser les confinements, les écoles vont être fermées, le quoi qu'il en coûte, parce que la dette était aussi un sujet qui faisait partie, comme ça, des sujets qui pouvaient inquiéter un certain nombre de nos concitoyens. Et puis quand ça ira mieux, la Russie va envahir l'Ukraine, et puis on va être quand même un peu partie prenante au conflit, donc ça aura des conséquences économiques, l'inflation, etc. Si on avait dit ça aux gens il y a 3 ans, ils se seraient dit, mais en fait, on peut pas, enfin, c'est pas possible. Puis finalement, c'est parfaitement possible. Et non seulement c'est parfaitement possible, mais moi, je voudrais quand même rendre aussi un peu hommage, parce que nous, dans le débat public, on critique toujours, c'est notre métier, et puis les Français adorent, donc on critique toujours l'État, les gouvernements, etc. Moi, je trouve que globalement, enfin quand même, les gouvernements, en règle générale, hein, ça n'est pas une prise de position partisane, même si je peux en avoir par ailleurs, mais je trouve que globalement, les démocraties occidentales, notamment dans leur gestion de la pandémie, en réalité, s'en sont formidablement bien sorties, eu égard aux difficultés, parce qu'aujourd'hui, on peut toujours dire, il ne fallait pas fermer les écoles, hein, c'est facile de faire des raisonnements avec des informations qu'on a pour juger le moment où on ne les avait pas. Voilà. Alors, mais le sondage, je te coupe, pardon Nicolas, ne montre pas du tout ça. C'est-à-dire que cette non-confiance dans les institutions, dans les politiques, dans les gouvernements, dans les partis, de répondre ou de redonner un cap, une vision, n'apparaît pas du tout. Bien sûr. Alors justement, j'en viens au cœur de ta question qui portait au fond sur est-ce qu'on peut imaginer quelque chose de positif pour la France. Donc, déjà, capacité de résilience très, très forte, en France comme ailleurs. Bon, des choses qui vont moins mal en France qu'ailleurs, qu'il faut aussi rappeler. L'inflation, c'est très embêtant, c'est un énorme problème. Elle est de 6% en France, elle est de 10% dans l'Union européenne, de 10% aux États-Unis, elle est de 20% dans les pays d'Europe de l'Est. Alors, je ne dis pas du tout ça pour sous-estimer, c'est un problème. Bon, voilà. Le problème, il est un peu moins fort, qu'ailleurs. Et puis, pour se projeter dans l'avenir, parce qu'on est quand même là pour ça, moi, une des slides qui m'a le plus passionné dans l'enquête, c'est au fond sur quoi on peut s'appuyer pour l'avenir. Et en fait, les Français disent 2 choses. Alors, quelque chose qui n'est pas surprenant, hein, le contrat social, l'État-providence, etc. Les Français y sont très attachés, très bien. Et puis, l'histoire, la culture, le patrimoine. Et ça, je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, je suis d'accord avec ça. L'histoire de France, on peut vraiment s'appuyer là-dessus parce que l'histoire de France est une histoire qui n'est pas linéaire. Comme je l'ai dit récemment dans un très bon journal, en fait, je veux vexer personne, je ne sais pas s'il y a des Danois ou des Néerlandais ici, mais la France, c'est pas le Danemark ou les Pays-Bas, quoi. Danemark ou les Pays-Bas, tout va toujours bien, c'est très bien. La France, c'est pas ça. C'est aussi ce qui fait de la France un pays passionnant. Voilà, c'est ce que je racontais hier à notre dîner. On parlait, je ne sais plus pourquoi, de la Suisse. Alors les Suisses, à chaque fois que je vais en Suisse, je suis toujours étonné de voir comme ils connaissent parfaitement tout ce qui se passe en France. Et je leur dis, mais pourtant la France, ça va moins bien que la Suisse. Et ils me disent, oui, mais c'est intéressant. Donc la France, ce qui rend la France passionnant, c'est le fait, c'est ce que je disais dans l'entretien que j'ai fait avec toi, que c'est le pays dont les parlementaires ont jeté la République à la poubelle. On a De Gaulle a essayé de reconstituer un truc de l'étranger, et ensuite on a connu pendant les 30 Glorieuses les plus brillantes de toute l'Europe. Voilà. Et donc il ne faut jamais désespérer de la France. On sait se relever. Même quand ça va très mal, parce que la France est un pays qui fait d'énormes bêtises, mais c'est pas un pays qui, sur le long terme, c'est juste une observation historique, hein, mais c'est pas un pays qui se laisse décliner sur le long terme. Frédéric, je reviens vers toi. L'IFOP a l'habitude de regarder le moral des Français sur longue période et de mesurer l'évolution de leur confiance. Quels sont les événements ou les périodes pendant lesquelles l'optimisme revient un peu? Alors, je vais répondre en 2 temps parce que tu fais référence à une question très simple, effectivement, que nous posons depuis les années 80. L'IFOP est le plus ancien institut de sondage et pour lequel j'ai une série longue depuis 1995, que l'on posait pour Ouest France et maintenant pour LCI et Sud Radio. Et justement, on l'a fait toujours fin août et fin décembre, hein, les 2 années, les 2 rentrées, que ce soit la rentrée scolaire ou la rentrée pour une nouvelle année. Et il s'est passé quelque chose cette année qu'on n'avait jamais observé. On a observé, mais ça ne va pas vous étonner, c'est ce qu'a très bien dit Nicolas, on a observé un score de pessimisme jamais vu, où on a eu
encore une fois, pardon de plomber l'ambiance, 75% de Français. Alors, il faut toujours regarder la question qui est posée. C'est pas êtes-vous optimiste ou pessimiste pour vous. C'est un pessimisme de projection. C'est pour vous et vos enfants. Et vous savez, je ne pense pas que les sondages mesurent parfaitement les choses. Je dirais que c'est le moins mauvais moyen de appréhender une perception de la réalité. Mais les Français répondent aux questions qu'on leur pose. Et quand on parle des enfants, très très vite, il y a un pessimisme de projection qui est là. Il y a le sentiment, et c'est une donnée longue aussi, que nos enfants vivront peut-être moins bien que nous. Et c'est explique que ça. Ce qui a été très notable avec ce chiffre, on a déjà eu des scores à quelques points près de 75%, mais là c'était symboliquement le score le plus fort, c'est que ce score de pessimisme intervient après une élection présidentielle. Depuis 1981, systématiquement, après une élection présidentielle, l'optimisme remonte. 81, c'est formidable, l'alternance, la France met fin à 23 années de gaullisme, devient une démocratie plus apaisée. 95, Jacques Chirac. 2007, Nicolas Sarkozy. 2012, François Hollande. Même pour François Hollande, où le score a été finalement serré et il n'a pas bénéficié d'état de grâce, comme vous vous en souvenez, pas du tout même, on a un optimisme. Et je pense que c'est un des éléments qu'il faut avoir en tête. On en revient à cette campagne électorale, à cette drôle de campagne électorale qui n'a pas été ce moment cathartique où les Français ont vu les candidats débattre, confronter leurs idées, présenter leurs projets. C'est une campagne qui a été tronquée. C'est la faute de personne, c'est aussi les événements. Quand il y a une guerre, comme tu le dis Nicolas, à 2000 bornes de Paris, voilà, quand on a un président président qui ne fait pas campagne, c'est très gênant. Mais c'est vrai que c'est la première fois que ce moment ritualisé de notre dispute nationale n'a vraiment pas eu lieu. Alors, bien sûr, c'est lié aux crises. D'ailleurs, quand on interroge, juste après cette enquête, en question ouverte, qu'est-ce qui fait que vous vous déclarez pessimiste pour vous et vos enfants, ce qui est très très intéressant, les Français, on peut citer des événements de court terme. L'inflation et le pouvoir d'achat, même si voilà, ça structure la vie de tout le monde. Hein. L'inflation, il ne faut pas sous-estimer à quel point ça bouleverse nos repères. Il y avait une campagne de communication du gouvernement en 85, c'était sous Laurent Fabius, avec, je ne sais pas si les plus âgés ou les moins jeunes, ou les jeunes d'entre vous s'en souviennent, on voyait sur un plan d'eau une planche à voile floquée aux couleurs de la France qui dépassait une planche à voile allemande, anglaise, italienne, espagnole, et le slogan c'était « Avec 5%, on est dans la course ». Là, on est à 6%, ce qui est mieux que les autres pays, mais ça ne rassure personne. On n'a plus l'habitude de cette inflation. Donc, on a, pour cette question ouverte, qu'est-ce qui explique le pessimisme? On met de côté l'inflation et le pouvoir d'achat. Il y a deux éléments qui sortent, la guerre au cœur de l'Europe et effectivement le réchauffement climatique. Cette question qui n'est plus qu'une question de jeunes contre vieux, qui n'est plus qu'une question, où il y a une fracture au sein de la population, avec ce qui s'est passé, avec cet été terrible qu'on a connu, avec toute cette série d'événements. Sur les constats, on a maintenant un consensus. C'est sur les solutions que là, il peut y avoir des clivages. Et pour répondre plus précisément à ta question, il y a eu des moments où l'optimisme est remonté. Et comme dit Nicolas, nous sommes la France. Un pays où le politique compte. Un pays où le politique doit subordonner l'économie. C'est la fameuse phrase de Gaulle, je ne sais pas s'il a vraiment dit, l'intendance suivra. Et donc, dans ce cadre-là, il y a des moments où les politiques obtiennent des résultats, où on a le sentiment qu'il y a un cap, par exemple, les années Jospin. Oui, même si ça se termine mal pour lui, de 97 à 2000, les Français, même ceux qui ne sont pas pro-gouvernement d'union de la gauche plurielle, disent « Ah bah, il y a un cap, 35 heures, emploi jeune. Je suis peut-être contre, mais au moins, il y a une direction. La croissance aussi joue. » Mais en tout cas, ce qui est très notable, c'est qu'après une présidentielle, traditionnellement, l'optimisme remonte. Là, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on est peut-être sur quelque chose de plus profond qu'une crise conjoncturelle. Oui, parce qu'en fait, c'est ça à retenir, c'est que plus que la situation économique, ce qui redonne confiance aux Français dans tes constats de longue période, c'est cette impulsion donnée au moment d'une élection présidentielle d'un cap aux Français. Et le cap, c'est l'avenir.
Et c'est justement ce que tu constates qui manque aujourd'hui. Et c'est là où Nicolas a sa valeur ajoutée dans le débat public. Ce cap, cet avenir, le progrès, parce que Nicolas, toi, tu défends le progrès. Quel progrès d'ailleurs, je te passe la parole tout de suite, je m'arrête moi-même. Quel progrès pour demain ? En fait, le terme de progrès est intéressant parce qu'aujourd'hui, il est un peu dévalorisé, au fond, parce que, et d'une certaine façon, à juste titre. Parce que l'idée des Lumières, qui était que le progrès était quelque chose d'un peu automatique et que toutes les formes de progrès s'enchaînaient les unes les autres, c'est-à-dire que le progrès scientifique faisait du progrès technologique, qui faisait du progrès économique, qui faisait du progrès social et qui faisait même d'ailleurs du progrès moral. Bon, tout ceci évidemment a explosé en vol parce que la vie ne fonctionne pas comme ça. Mais ça ne veut pas dire que l'idée de progrès doit être morte. C'est-à-dire qu'en réalité, le progrès aujourd'hui doit être incarné. Et des progrès, justement. Et là, je commence à remplir la feuille de route du maire qui m'a demandé de faire en sorte que tout le monde ne soit pas déprimé en sortant de ces rencontres de l'avenir. En fait, le progrès, il existe parce que toutes ces crises interviennent sur un fond de révolution scientifique, de révolution technologique. Ce qui est très réconfortant dans le sondage, c'est le point réconfortant, c'est l'adhésion des Français à la science et aux scientifiques. Ça, pour moi, c'est vraiment, c'est la. Et j'étais très surpris d'ailleurs, honnêtement, par le fait qu'on soit 75%. C'est ça. Ça, on dit donc comme le fait que les réseaux sociaux, voilà. C'est pas la France. Alors ça Twitter, fait ma joie aussi. Twitter, c'est pas la France. Pardon de le dire. Voilà, 23% des gens qui, ou même moins, je sais plus, qui pensent que les réseaux sociaux c'est bien. 23%, c'est encore trop, mais j'exagère. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est très, très rassurant là-dedans. Et donc le progrès, il est possible. Tiens, le Figaro, il y a 2 ou 3 jours, la fin des chimiothérapies. Alors, c'est pas exactement la fin des chimiothérapies, mais la vitesse à laquelle arrivent les nouveaux traitements contre le cancer. Ouais, ouais. Le cancer, ça touche entre une personne sur 3 et une personne sur 2 au cours de la vie. Alors voilà, ça, c'est un progrès très concret. Considérable. Le réchauffement climatique. On sous-estime encore l'impact négatif du réchauffement climatique, mais on sous-estime énormément notre capacité à apporter des solutions au réchauffement climatique. J'entends dire « Ah, c'est terrible, on est dans la mauvaise direction, il faut tout changer ». Mais c'est complètement faux. Les émissions carbone de la France diminuaient de 1% par an. On est passé à 2% par an. Et il faut passer à 4% par an. Donc nous sommes dans la bonne direction. Et simplement, il faut aller plus vite et plus fort. Mais nous sommes parfaitement dans la bonne direction. Et les solutions au réchauffement climatique, franchement, entre le nucléaire nouvelle génération, le renouvelable, l'hydrogène, l'isolation des maisons, des choses un peu plus ambitieuses, mais qui commencent à exister, la capture de CO2, plus, bien évidemment, un peu de bon sens, mais en fait, on peut y arriver. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai pris, et on est très nombreux ici à avoir pris cette lutte contre les théories de la décroissance qui, à mon avis, sont mortifères économiquement et socialement, c'est clair. Si on explique aux gens qui vont être plus pauvres, je ne suis pas sûr que ça puisse recueillir beaucoup d'assentiments, mais même philosophiquement et même écologiquement. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça. Et donc là, il existe des solutions. Et d'ailleurs, Frédéric, le sujet de l'éco-anxiété, je ne sais pas d'ailleurs, alors je ne vais pas me substituer à Marie, mais je ne sais pas dans quelle mesure. Mais Frédéric réagissait à ce que tu disais. C'est présent donc, en France, mais le sujet de l'éco-anxiété, ce n'est pas le sujet. Il faut lutter contre l'éco-anxiété. Il faut que les gens aient envie d'apporter des solutions, mais se dire tout est foutu, etc., c'est une paresse de l'esprit. Et surtout, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Ce que tu viens de dire, c'est extrêmement au cœur de la contradiction qu'on a vue dans l'enquête sur le progrès que j'ai restituée hier à la Sorbonne. C'est un lien très fort avec l'avenir. D'ailleurs, on avait des questions dans nos premières enquêtes sur le progrès, où il y a vraiment 2 Frances qui se font face. Une France qui, quand on lui dit, alors c'était une question de sondage, le progrès peut être une menace pour l'environnement. Il y a presque une personne sur 2 qui dit oui. Notamment des catégories moins diplômés, moins éduqués, plus en souffrance sociale. Et une autre partie, une autre France, qui dit le progrès peut nous permettre de trouver des solutions à cette question du réchauffement climatique. Où là, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que je trouve que mettre en avant une guerre des générations est plutôt erroné, inapproprié. On trouve à la fois les plus jeunes et les plus anciens, les 2 extrêmes du spectre générationnel, qui considèrent que oui, le progrès peut permettre de trouver des solutions sur ces enjeux du réchauffement climatique. Alors l'éco-anxiété des jeunes, oui, alors elle n'empêche pas
l'action. Les plus jeunes se disent, sont peut-être dépolitisés. Hein. On vient de vivre un moment tristement historique où, à la dernière élection présidentielle, quasiment 40% des primo-votants, c'est-à-dire ceux qui votent pour la première fois à une présidentielle, ne sont pas allés voter. C'était la première fois. Il arrive que des jeunes votent plus que la moyenne des Français. Ces jeunes sont peut-être dépolitisés, ils ne sont pas désengagés, mais leur éco-anxiété fait directement écho, si je puis dire, avec un H, au fait qu'ils aient le sentiment que les politiques ne prennent pas en charge, ne s'approprient pas cette question et ne sont que dans une logique de procrastination sur cette question alors qu'ils sentent l'urgence. Dans nos premières enquêtes sur les jeunes dans les années 50, faites avec Françoise Giroud, on avait 1 jeune sur 3 qui se déclarait être prêt à mourir pour la France. Aujourd'hui, on a 1 jeune sur 4 prêt à mourir pour le climat. Bien sûr, ne prenons pas ces chiffres au pied de la lettre, j'ai envie de dire heureusement, mais ça en dit long sur cette, non pas cette éco-anxiété, mais ou cette vulnérabilité. Le bon terme, c'est plutôt une fièvre face à cette urgence qui n'est pas prise en compte. Merci Frédéric. Alors cet événement est aussi le vôtre et donc il nous reste quelques minutes pour prendre vos questions. On est là aussi pour échanger ensemble. Il y a un micro, la jeune fille est là-bas. Donc surtout n'hésitez pas, profitez de la présence de Nicolas et Frédéric pour surtout poser toutes les questions que vous avez en tête. Alors surtout la présence de Frédéric, hein, parce que moi je suis là pendant 3 jours. Voilà, donc, madame a déjà une question. C'est surtout Frédéric qu'il faut interroger. Bonjour, merci pour Bonjour, votre madame. intervention. Je pense être pourtant presque à la fin de ma vie, mais je reste dans les optimistes. Et je trouve que nous sommes vraiment très sévères avec notre France. Parce que, bien sûr, après tout ce que vous nous avez dit, après tout ce que nous venons de passer, j'estime qu'on a encore une belle vie, qu'on peut encore avoir des joies, et qu'on doit dire qu'il faut être fier d'être français et que c'est pas si mal que ça d'être en France, surtout actuellement. Merci. Merci madame, moi je ne peux que partager à titre personnel ce que vous dites. Alors notons que vous dites que vous êtes dans la dernière partie de votre vie, je suis sûr que vous vous trompez, mais les plus de 65 ans, je ne connais pas votre âge, sont souvent plus optimistes que la moyenne. Il y a 2 catégories générationnelles qui sont plus pessimistes que la moyenne, plutôt les 25-34 ans que les plus jeunes, parce que les 25-34 ans, c'est le moment de l'insertion, où même si le chômage est beaucoup plus faible que par le passé, il y a toujours un moment un peu difficile. Et surtout, il y a les 50-64 ans qui est, je trouve, la catégorie qui est la plus à surveiller, avec des guillemets, bien sûr, puisque c'est la catégorie qui cumule, pas toujours, ce ne sont que des statistiques, ça ne prend pas en compte des cas différents sur le terrain, mais les 50-64 ans, c'est la catégorie qui est petit à petit mis dehors ou mis de côté dans les entreprises, alors qu'on parle d'allonger la durée du travail et la durée de cotisation des retraites. Il ne faut pas oublier que la France est plutôt en retard sur la question du travail des seniors. Tu me contrediras, Nicolas, si je me trompe. Donc, ce rapport au travail plus compliqué. La catégorie qui voit la retraite arriver, non pas comme une nouvelle vie, mais parfois la continuation des problèmes. La catégorie qui épargne moins que la moyenne. Et sur le plan personnel, sur le plan intime, parce qu'il n'y a pas que l'économie, il n'y a pas que le pouvoir d'achat, la catégorie qui est plus que la moyenne, confrontée à la dépendance de leurs proches, ce qui peut changer leur vie, notamment avec cette question des aidants. Donc ce pessimisme, cet optimisme, il n'est pas uniforme, il n'est pas homogène, il est très clivé selon toute une série de facteurs. Et par rapport à la France, on s'en tire mieux que les autres pays. C'est, je le regrette, mais ce qu'on peut appeler un effet Eurovision. Ce que vous avez dit, ce que tu viens de dire, Nicolas, on a 6% d'inflation. Les autres ont plus, ce sont des faits objectifs, personne ne pourra te dire que tu te trompes, mais c'est vrai que c'est faiblement mobilisé par les Français. Le seul moment où l'effet Eurovision a été réel dans les logiques d'opinion chez les Français, vous vous en souvenez, ça date d'il y a 2 ans, c'est au moment du vaccin, quand il est arrivé, quand la France, en décembre 2020,
janvier 2021 était parmi les derniers pays d'Europe et tout le monde tombait à bras raccourcis sur le gouvernement. Et quand on est passé parmi les premiers pays, quand ça s'est accéléré en février, mars, avril, là, les Français ont vu la différence. Et c'est vrai que dans les enquêtes qualitatives, c'est aussi un signe de l'inquiétude et du repli sur soi. Les phrases qui est oui, on a des difficultés, mais on a notre modèle social, on s'en tire mieux que les autres pays, ce type de discours, de raisonnement n'a pas disparu, mais moins faiblement et moins fortement mobilisé. Alors, un tout petit mot, parce qu'on a quand même dans cette salle, et on aura ces 3 jours, Olivier Védrine qui a quitté Kiev sous les bombes dans des circonstances effroyables dont il nous parlera peut-être demain soir. C'est Fabrice qui modérera cette table ronde sur l'avenir de l'Ukraine. Et David Martinon, l'ambassadeur qui a organisé l'évacuation des Français et de certains de nos amis afghans de Kaboul, envahi par les talibans. Et donc, évidemment, on peut avoir, je suis assez d'accord avec vous, madame, il est aussi de notre devoir de regarder le monde tel qu'il est, même si Frédéric a raison. Mon truc sur l'inflation était purement un truc d'intello. Non, mais qui n'intéresse personne. Le fait qu'il y ait 4 points de plus d'inflation au Royaume-Uni qu'en France, je comprends parfaitement que ce ne soit pas mobilisateur, mais je suis très sensible à un point quand même qui a été soulevé par madame. Je pense aussi qu'on est trop sévère envers notre pays. Et je pense aussi, je ne le dis pas du tout pour faire plaisir à Frédéric d'ailleurs, parce que c'est au maire, parce que c'est un regard plus général, je pense aussi qu'on est beaucoup trop sévère avec nos élus. Et Chloé Morin d'ailleurs, qui a écrit un livre fondamental là-dessus, sera ici demain matin, je crois, elle évoquera cette question demain matin. Et je pense que cette sévérité envers notre pays et envers les élus, elle peut se retourner méchamment contre nous. Et donc, je suis, comme vous, madame, je prône une certaine indulgence et une certaine lucidité sur notre pays, dans lequel il y a plein de problèmes par ailleurs. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a plein de problèmes, mais des problèmes qu'on peut résoudre. Merci, Nicolas. Alors, d'autres questions? On a quelques minutes. Monsieur, madame. Où est le micro? Alors, où est le micro? Il y a plein de mains. Oui, bonjour, merci pour vos interventions. J'aurais une question, si je me souviens bien d'un sondage passé, je crois que quand on demandait aux Français s'ils pensaient que les Français étaient heureux, ils répondaient massivement non. Et quand on leur demandait à eux, est-ce que vous êtes heureux, ils répondaient massivement oui. Donc est-ce que vous confirmez ces résultats? Et puis auquel cas, comment peut-on expliquer une telle schizophrénie? Alors, Frédéric. Non, mais j'ai pas ce sondage en tête, mais il y a toujours ce mouvement d'opinion. On a aussi la même chose quand on demande aux Français est-ce qu'ils aiment les entreprises. Par le passé, ils disaient non, mais leur propre entreprise, ils disaient oui. Et c'est vrai qu'il y a toujours une sorte d'articulation entre malheur collectif et bonheur, si je puis dire, personnel. Là où la donne change un petit peu, c'est pas bien sûr un vrai renversement parce que ça serait un vrai séisme, mais le côté la France va mal, mais moi finalement je vais pas si mal que ça se rééquilibre justement. Et c'était un item du sondage que je n'ai pas dit. Hein, les atouts pour préparer l'avenir, c'est la résistance des Français face à la menace. Est-ce que c'est quelque chose de très français, ça? Je suis négatif pour tout ce qui est autour de moi, mais pas pour moi. Est-ce qu'on sait si c'est très français? Je ne pense pas que ce soit spécifiquement français. C'est très européen. Il y a un mouvement d'homogénéisation des opinions européennes, mais il y a clairement une exception française. Je disais tout à l'heure, quand on demande dans beaucoup de pays européens, ce qui compte c'est l'économie ou si c'est la politique, c'est en France que le politique est le plus fortement valorisé, même si, comme dit Nicolas, il est aussi et injustement critiqué. Non pas parce que c'est une critique sur le tous pourri, c'est plutôt le tous impuissant. Tous impuissants à résoudre les problèmes, à faire en sorte que les gens aillent mieux. Alors là où il y a, pour finir de répondre à votre question, monsieur, une petite mutation, il y a un discours que je vois dans beaucoup d'enquêtes où les Français disent, en fait, la France qui a, comme tu l'as dit, surmonté tellement de crises, gilets jaunes, Covid, inflation, crise énergétique, etc., la France finalement est résiliente, mais moi, personnellement, je vis mal. Je vis de moins en moins bien. On est... et ça a changé même par rapport à notre dernière rencontre il y a un an. La question du chômage. Oui. Les Français, dans nos enquêtes, ne parlent plus du chômage. Il y a encore beaucoup de chômeurs, on ne va pas se cacher les choses.
les Français ne parlent plus du chômage. Il y a cette petite musique qui est une réalité, hein, des emplois non pourvus, des métiers sous tension dont on vient de parler. Il y a la petite musique de l'assistanat. C'est une question qu'on pose depuis de nombreuses années. Est-ce que vous ne pensez pas que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment? Jamais autant de Français, je ne suis pas là pour juger si je suis d'accord ou pas, mais on dit oui, on est à 3/4. C'est même majoritaire à gauche. Et maintenant, l'injustice pour les Français, pour beaucoup de Français, ce n'est plus être au chômage parce qu'on peut retrouver, c'est avoir un travail qui paye mal. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, on dit un peu plus que la France s'en tire, la France est riche, la France va bien, et moi, personnellement, je vais moins bien. Donc c'est ça qu'on est peut-être à l'aube d'un basculement. Ensuite, monsieur... Madame. Merci, bonjour. Vous avez partiellement répondu à quelques interrogations que je me faisais. Par contre, est-ce qu'il y a des parallèles plus importants entre différents pays européens? Par exemple, quand on voit la crise actuellement que traverse aussi bien l'Italie que certains pays du Nord ou la Suède même, et puis en parallèle avec les presque européens que sont les Ukrainiens. Non, mais très rapidement, je suis pas spécial. Enfin, je suis très sur les opinions franco-françaises, mais on fait aussi des enquêtes internationales. Ben, moi, pour faire un petit pas de côté, je travaille beaucoup sur les questions de jeunesse et de jeunes générations. On a des mouvements d'homogénéisation par rapport aux autres pays européens, mais c'est, je dirais, malheureusement, la France qui rentre dans le rang. Je disais tout à l'heure que les jeunes votaient beaucoup plus que la moyenne en France, notamment à l'élection présidentielle. Là, parce qu'il y a cette logique de vanité du vote, c'est-à-dire voter c'est vain, à quoi bon voter, ça ne change plus grand-chose. Ben, l'abstention en France chez les jeunes s'aligne sur ce qu'on a dans des autres grands pays. J'ai travaillé sur la jeunesse allemande, et ben on a une abstention chez les jeunes Allemands beaucoup plus forte, mais depuis beaucoup plus longtemps. Donc on a un mouvement d'alignement, là où on a vraiment une opinion publique européenne très très homogène. Alors pour les pays de l'Europe de l'Ouest, je prends une terminologie ancienne, c'est sur des questions de climat. Les constats sur le climat sont vraiment les mêmes d'un pays à l'autre. Là où en France, il y a une exception, c'est que la question sociale reste absolument majeure. Il y avait eu, j'en parlais tout à l'heure, quelqu'un en parlait tout à l'heure avant qu'on se retrouve sur scène, une enquête IFOP pour la Fondation Jean Jaurès sur les inégalités. C'est une enquête mondiale, même dans des pays très lointains. On avait travaillé en Inde, au Pakistan, en Australie, un peu partout. C'est en France que le sentiment, la crispation sur les injustices, les inégalités sont les plus fortes. Et si je me permets, c'est là que les inégalités sont les plus faibles. Alors, on est dans le rouge, mais on va quand même prendre une ou deux questions auxquelles vous allez répondre très rapidement, messieurs. Parce qu'il y a plein de doigts qui se lèvent. Si le micro, voilà. Merci. Voilà, je suis président d'une ONG qui travaille en Afrique, au Pakistan aussi et en France. Et je me suis aperçu, en travaillant avec pas mal d'ingénieurs, de scientifiques français, qu'il y a énormément de solutions, mais que peu sont mises en œuvre dans notre pays. Nous travaillons pour les mettre en œuvre en action en Afrique. Il y a pas mal de choses qui se font. Aujourd'hui, on dispose de 100 000 hectares de terres à exploiter en agriculture pour justement alimenter l'Europe aussi. Et je m'aperçois que finalement, la volonté de mettre ces technologies au service de notre population ici, eh bien, j'en ai pas vu beaucoup. Et il y a diverses technologies qui sont vraiment extraordinaires, avec lesquelles on travaille à l'étranger, qui sont homologuées en France, c'est possible. Eh bien, aujourd'hui, vraiment, je pense que c'est un peu nous tous qui devons pousser pour que ces technologies puissent être acceptées, que ce soit dans les mairies, par les régions, pour pouvoir justement rendre les jeunes un petit peu plus optimistes, parce que ce n'est pas forcément facile. Et en travaillant au sein des populations les plus précaires, je m'en aperçois. Et voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Alors, comment lever les réticences face aux nouvelles technologies, si je résume l'intervention de monsieur ?
je dirais que, enfin, il y a une double résistance sur les nouvelles technologies. Dans l'enquête que j'ai présentée hier, il y a toujours l'idée qui est, j'ai envie de dire, malheureusement majoritaire dans le pays, que les nouvelles technologies détruisent plus d'emplois qu'elles n'en créent. Je ne suis pas spécialiste, Nicolas, mais je sais peux assurer que c'est faux. Non, mais bien sûr, c'est faux. Je pense que c'est faux. Ou bien, s'il y a des destructions d'emplois au tout début, par rapport, la balance est quand même très largement excédentaire. Et c'est vrai que c'est plus fortement exprimé par les catégories les plus fragilisées face à l'emploi. Les jeunes femmes, les fameux 50-64 ans dont je parlais. Et il y a aussi, moi j'ai travaillé sur les nanotechnologies, non pas dans le cadre de sondages, parce que ça n'avait absolument aucune valeur, mais dans le cadre de conférences citoyennes, une notamment qui était menée par la région Île-de-France à l'époque où elle était dirigée par la gauche et les écologistes, où il y avait une vraie réticence du côté des élus à dire que les nanotechnologies pouvaient apporter du progrès. Il y a une vision, je pense, idéologique qui tend à, du fait de la dépolitisation, à un petit peu s'éroder, mais qui reste fort et qui dit, qui questionne la question du progrès, qui avant le progrès, c'était quand même, bah oui, c'est le mouvement et l'ordre, c'était vraiment c'était l'apanage de la gauche, et un des drames du pays, c'est qu'une partie de la gauche ne croit plus au progrès, est très méfiante sur les questions technologiques. Je ne vais pas parler des OGM, je ne vais pas parler des nanotechnologies, je ne vais pas parler du gaz de schiste, je n'ai pas à donner mon avis là-dessus, mais qu'on ait des noms de principes avant même de débattre, bah ça fait mal au pays. Mais je pense, Nicolas, tu vas peut-être compléter. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, et notamment sur ce positionnement d'une partie de la gauche, qui est assez nouveau, hein, en fait, hein, y compris de la France insoumise, parce que Jean-Luc Mélenchon avait un positionnement traditionnellement qui était plutôt favorable aux sciences, etc. Et là, on voit qu'il y a eu une inflexion extrêmement forte. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, et ça répond en partie à votre question, monsieur, à votre remarque, moi je pense qu'il est fondamental qu'il y ait dans ce pays énormément de gens, c'est pas une question politique droite-gauche pour le coup, parce que ça peut être de droite comme de gauche, hein. Et les anti-progrès, d'ailleurs, on les retrouve aujourd'hui vraiment des deux côtés de l'échiquier politique, mais il faut absolument qu'on ait des gens qui fassent la promotion de la science, de la connaissance, de la rationalité. Il y a des gens ici qui ont ce combat. Aurélie Jean, par exemple, elle a ce combat qui est là, voilà. Mais c'est vraiment un combat qui, pour moi, est un combat civilisationnel, quoi. C'est vraiment très important. Bon, alors je fais exploser le compteur, mais vous verriez la couleur là. On prend une dernière question pour ce premier débat. Je vois madame là. Voilà, si on peut prendre le micro. Merci. Oui, merci. C'est justement pour revenir sur votre sondage et le fait que les Français ont relativement confiance dans les scientifiques. Je voulais savoir si vous étiez allé un peu plus dans le détail et pourquoi les Français ont plus confiance dans les scientifiques qu'avant. Est-ce que c'est pour l'innovation ou pour le fait que les scientifiques donnent des chiffres qui sont en général plus justes que ceux que donnent les politiques? Est-ce que vous êtes allé plus loin pour savoir ce que les Français aiment dans les scientifiques? Merci. Sur cette enquête, non, mais c'est vrai que ça a pu surprendre, mais je pense qu'on a, comme je disais, on a beaucoup entendu sur les réseaux sociaux, sur quelques chaînes d'information, un discours anti-scientifique ou de délégitimation de la science, et c'est pas pour autant que l'opinion y a adhéré, loin de là. C'est vrai que dans les enquêtes auprès des jeunes, les enquêtes Nouvelle Vague dont je parlais, dans les années 50, l'acteur en qui on a le plus confiance, c'est le scientifique, le professeur, le politique. Reposé en 2021, le scientifique est toujours en tête, mais le politique et l'enseignant, son rang s'est absolument effondré. Il y a maintenant l'influenceur, il y a maintenant le présentateur télé, il y a maintenant d'autres acteurs. Le chef d'entreprise a très fortement progressé comme acteur de confiance. Je disais, hein, je donne l'exemple dans mon bouquin où Jean-Pierre Raffarin, il y a 20 ans, va à l'université d'été du MEDEF et dans nos enquêtes qui suivent,
il s'effondre chez les jeunes. Il s'effondre à gauche. Maintenant, un ministre, un Premier ministre qui va au MEDEF, comme il dirait comme s'il voyait quelqu'un de la CGT, ça n'a aucune importance pour les gens. Donc on a quand même ce changement. Mais je ne peux pas vraiment répondre complètement à votre question et j'en suis désolé. Oui, je pense on est quand même un pays de science, on est un pays rationnel. On a Descartes, mais on a aussi une sorte d'imaginaire, une sorte de féerie du politique où le politique doit tout résoudre. Et quand on interroge les maires aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus dur pour eux? C'est le niveau d'exigence de leurs concitoyens, plus que la charge de travail, la baisse des dotations de l'État, la complexité des fonctions. C'est un pays qui se tourne énormément vers le politique, plus que vers le scientifique, et qui est dans un niveau d'exigence jamais vu. Merci messieurs, merci pour votre attention. Les débats continuent, tout aussi passionnants, et la table ronde qui suit va s'installer. Très bonne ce sera à 14h, Justin, ce sera à 14h. À 14h, pardon. Voilà, C'est juste après c'est le très déjeuner. important, c'est sur Pardon. l'inflation avec Michel-Édouard Leclerc et Emmanuel Combe, donc vraiment Exactement. indispensable. Inflation, consommation, votre quotidien, n'hésitez pas.